pour donner un budget en responsabilité à notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à madame Félicie Gérard pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Le projet de loi spécial que nous examinons aujourd'hui n'est pas un texte comme les autres. Il est la conséquence directe de l'échec de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2026. Cette situation reflète la difficulté à concilier les visions budgétaires très éloignées de cet hémicycle. Elle met aussi en lumière l'irresponsabilité de certains groupes qui multiplient les exigences sans se soucier de leur soutenabilité financière. Nous le regrettons, tant le travail mené par les parlementaires du socle commun a été sérieux, exigeant et constructif. Nous devons maintenant tirer les conséquences du non-aboutissement du travail, pourtant intense, de ces derniers mois. La loi spéciale est une procédure exceptionnelle, utilisée seulement à 3 reprises depuis le début de la Ve République. Ce texte n'est ni un projet politique, ni un choix de confort. Il vise uniquement à garantir la continuité de l'État et à assurer le fonctionnement minimal des services publics. Le groupe Horizon et Indépendants le soutiendra donc clairement. Mais ce soutien ne doit pas masquer la réalité. Une loi spéciale, ce n'est pas un budget proprement dit. C'est un budget d'attente, c'est le service minimum budgétaire. Une loi spéciale ne fait que reconduire des crédits par défaut, sans décision nouvelle et sans aucune priorité politique. Surtout, elle ne permet pas de réduire notre dette et notre déficit. Des conséquences concrètes seront d'ailleurs rapidement perceptibles par nos concitoyens, par nos entreprises et par nos collectivités locales. Des recrutements seront retardés, des réformes suspendues et des investissements différés. Cela aura un impact direct notamment dans le secteur agricole ou encore pour nos armées. Mais les effets dévastateurs d'un non-budget peuvent encore être limités. Pour cela, il n'existe qu'une solution, adopter rapidement un budget crédible pour 2026. Bien évidemment, le groupe Horizon et Indépendants y est déterminé, mais pour réussir, il faudrait que chaque groupe politique de cet hémicycle en ait envie. Finir l'année par une loi spéciale nous rappelle que nous sommes dans une impasse politique. Or, les décisions difficiles à prendre pour restaurer la crédibilité de nos comptes publics ne peuvent être assumées par un seul camp. Des compromis plus que significatifs, voire très dangereux pour nos finances publiques, ont déjà été consentis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ces compromis ont abouti à la suspension de la réforme des retraites et à plus de 9 milliards d'euros de déficit supplémentaire. Chacun doit désormais en tenir compte, car le temps n'est plus à l'accumulation de nouvelles revendications, mais à la conclusion d'un accord permettant enfin de doter notre pays d'un budget soutenable. Dans cette perspective, nous devons reprendre sans délai les décisions budgétaires déjà engagées. Pour le budget 2026, le groupe Horizon et Indépendants défendra sans relâche la ligne qu'il a toujours portée, le retour du déficit sous les 5% du PIB, sans hausse généralisée d'impôts et avec un effort réel de réduction de la dépense publique. Nous serons particulièrement attentifs à ce que, sous couvert de justice fiscale, le budget ne se traduise pas par la création de nouveaux impôts, pesant une nouvelle fois sur la France qui travaille ou sur la France qui crée des emplois. Mes chers collègues, il y a une évidence que nous ne pouvons plus ignorer. Pour réduire durablement notre déficit public, des réformes d'ampleur doivent être engagées le plus vite possible. Je regrette que la composition de notre Assemblée ne le permette pas, mais une chose est sûre, le redressement de nos finances publiques ne pourra reposer indéfiniment sur des ajustements temporaires et des compromis de court terme. Aujourd'hui, cette loi spéciale est nécessaire, mais nous n'accepterons pas qu'elle devienne un mode de gestion durable de nos finances publiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Si pour la deuxième année consécutive, nous sommes contraints d'examiner une loi spéciale, c'est bien parce que notre pays se trouve dans une situation institutionnelle inédite, l'absence de majorité pour voter une loi de finances. Ce constat ne se veut pas polémique, il est une simple constatation. Il traduit un Parlement fragmenté, mais aussi une responsabilité collective, celle de faire fonctionner l'État malgré nos divisions. Le groupe LUOP, appartenant à une opposition constructive, est profondément attaché au parlementarisme. Nous croyons au compromis et à la capacité des forces politiques raisonnables à trouver des points d'équilibre. Nous l'avons démontré récemment sur la loi de financement de la sécurité sociale, où un accord a pu émerger. Nous ne désespérons pas qu'un tel accord puisse également être trouvé sur la loi de finances. Hélas, à ce stade, cela n'a pas été le cas. Dans ce contexte, la loi spéciale n'est pas un choix politique, mais une nécessité technique pour assurer la continuité des services publics, le paiement des fonctionnaires, le fonctionnement de l'État et de nos collectivités. Nous ne nous en réjouissons pas, mais nous considérons qu'elle est préférable à toute autre solution qui fragiliserait encore davantage notre démocratie parlementaire. Je veux être clair. Le recours aux ordonnances en matière budgétaire serait extrêmement dangereux. Ce serait un contournement du Parlement, un précédent grave, un véritable trou noir constitutionnel, puisqu'aucune demande préalable n'est soumise à la représentation nationale, pas plus qu'une loi de ratification. Ce serait le contraire de l'esprit de notre Constitution et une pente inquiétante vers l'autoritarisme et un affaiblissement considérable du rôle du Parlement. Le groupe LUOP s'y opposerait avec plus grande fermeté. Reste l'éventualité du recours à l'article 49.3, que certains appellent de leur vœu. Là encore, ce serait un échec de la démocratie parlementaire. Pour autant, et malgré ces réserves de principe, nous voterons pour cette loi spéciale, parce que notre responsabilité est d'éviter toute paralysie de l'État. Ce vote n'est ni un blanc-seing, ni un renoncement. Il s'accompagne de 4 questions exigeantes, auxquelles nous attendons, Mesdames et Messieurs les ministres, des réponses claires de la part du gouvernement. Les parlementaires, comme nos concitoyens, ont besoin de clarté. Première question essentielle. Si la loi spéciale devait être prolongée jusqu'au 31 décembre 2026, quel serait l'impact exact sur le déficit qui est déjà de 124,4 milliards dans le projet de loi de finances initial pour 2026? Et plus largement, dans cette hypothèse et en tenant compte de l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale, qui, je le rappelle, a augmenté de plus de 6 milliards le déficit de la sécurité sociale, en portant donc les déficits publics de 4,7% du PIB à 4,9%. Et donc la question est la suivante, à quel niveau se situeraient les déficits publics? Ne dépasseraient-ils pas d'ailleurs largement les 5% du PIB? Deuxième question. L'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Notre groupe a déposé un amendement visant à sécuriser la situation fiscale des ménages modestes, alors que près de 200 000 foyers supplémentaires risquent d'entrer dans l'impôt du seul fait de l'absence d'indexation. Cet amendement a été déclaré irrecevable par la présidente de l'Assemblée nationale. Nous le regrettons profondément. Aucun groupe n'avait l'intention de provoquer un recours au Conseil constitutionnel sur cette question. Au contraire, un consensus est facilement établi sur la nécessité de protéger les contribuables et d'apporter de la clarté. En ce sens, cette décision de la présidence nous paraît regrettable. Troisième question, les 2 prélèvements sur recettes. Nous constatons que le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales apparaît explicitement dans le texte à l'article 2, mais pas celui au profit de l'Union européenne. Cette asymétrie interroge. Quelle est la cohérence de cette présentation? Au-delà, notre participation au financement de l'Union est un engagement important. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'inscrire dans la loi spéciale le niveau de prélèvement correspondant au montant prévu pour 2026. Enfin, un mot sur les capacités d'emprunt visées à l'article 3. Nous avons une difficulté de principe à autoriser l'emprunt sans aucun plafond. Certes, le rapporteur général l'a rappelé en commission des finances, il est complexe de fixer un montant dans le cadre d'une loi spéciale, mais l'absence totale de bornes n'est pas satisfaisante. Et donc, par souci de symétrie et de responsabilité, nous proposons de reprendre les plafonds figurant dans la loi de finances pour 2025. Il s'agit d'un garde-fou minimal conforme à l'esprit de sérieux budgétaire que nous défendons. Pour conclure, le groupe LIOT continuera de pousser avec constance et responsabilité la recherche d'un accord sur le projet de loi de finances. La loi spéciale ne peut être qu'un pis-aller, certainement pas un mode de gouvernance durable. Notre démocratie parlementaire vaut mieux que cela et nos concitoyens attendent de nous tous
non pas des postures, mais des solutions. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Emmanuel Morel pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Il faut rassurer les Français qui suivent nos travaux de loin et à qui ne parviennent que des bribes de nos débats chaotiques. Non, la loi spéciale n'est pas un drame, même si certains tentent de le faire croire. Je me souviens l'année dernière, certains membres du gouvernement prédisaient que les 4 cavaliers de l'Apocalypse fonderaient sur la France avec leur cortège de misère et de dévastation. Certains présents dans cet hémicycle annonçaient la fin de la carte vitale, l'explosion des déficits, les fonctionnaires sans salaire. Il ne s'est rien passé de tel parce qu'en France, contrairement aux États-Unis, il n'y a pas de shutdown. La continuité de l'État est assurée et c'est tant mieux. La loi spéciale, ça n'est pas un drame. C'est un moment d'attente et de transition que d'autres pays européens utilisent. Certains, d'ailleurs, ne s'en portent pas plus mal. La loi spéciale, ça n'est pas un drame. C'est le résultat d'une situation où un gouvernement minoritaire, encouragé par un président déconnecté, s'obstine à vouloir poursuivre une politique qui a été sanctionnée à plusieurs reprises dans les urnes et qui, de surcroît, ne produit pas de résultats en matière de dette et de déficit. Au groupe de GDR, nous considérons que l'ampleur du déficit trouve sa source dans un désarmement budgétaire et fiscal qui n'est plus adapté aux nécessités de notre temps. Je remarque que la poursuite à tout prix et quoi qu'il en coûte de la politique de l'offre a privé la France de plusieurs dizaines de milliards de recettes budgétaires qui expliquent le niveau préoccupant de notre déficit structurel. Je remarque aussi que la catastrophe qui avait été prédite par ceux qui rejettent toute contribution des plus riches à l'effort commun ne s'est pas produite. La surtaxe d'impôt sur les sociétés, la contribution différentielle sur les hauts revenus que nous avions votée l'année dernière n'a pas eu d'effet récessif sur la conjoncture, quoi qu'en dise le patronat et singulièrement le MEDEF, et je pense qu'on ne dira jamais assez la responsabilité immense du MEDEF et de son président dans le blocage actuel. Dans cette période de dérive de nos comptes publics, maintenir, voire aggraver le privilège fiscal des détenteurs du capital, ce n'est pas seulement laisser prospérer une injustice fondamentale, c'est aussi commettre une grave erreur de gestion. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé au Sénat. La droite sénatoriale qui s'enorgueillit à longueur de temps d'être une sorte de parangon de rigueur et de sagesse budgétaire et qui ne manque jamais de donner des leçons à l'Assemblée nationale, nous a renvoyé un budget avec un déficit qui dérape à 5,3% parce qu'elle a obstinément refusé de taxer les plus riches et les grandes entreprises qui pourtant ont bénéficié de la politique macroniste depuis tant d'années. Et donc en janvier, hélas, nous devrons repartir de cette mauvaise copie. Et je le dis au gouvernement, mais qui le sait, s'il n'y a pas de grandes corrections, et pas seulement des inflexions, alors il n'y aura aucun chemin de compromis possible. Pour nous, il est indispensable, je dis bien indispensable, de rétablir les finances dans la justice fiscale. Il est indispensable d'intégrer au budget des dispositions nouvelles sur les revenus financiers, sur les superdividendes, les rachats d'actions, les transactions boursières, les plus grands patrimoines qui sont aujourd'hui exonérés d'impôts grâce à la magie des holdings. Mais il est tout aussi indispensable de rallumer le moteur de la demande intérieure, dont l'atonie est notre problème économique le plus grave et qui pèse lourdement sur nos finances publiques, comme en témoignent les très mauvaises rentrées de TVA, qui sont encore une fois en dessous des prévisions pour la 3e année consécutive. Et c'est aussi pour cette raison que la foi inconsidérée dans la baisse des dépenses ne nous mènera à rien, qu'elle soit faite au moyen d'un Rimbaud ou d'une tronçonneuse. La réduction de crédits budgétaires n'a qu'un seul effet, c'est de dégrader les services publics et d'asphyxier nos entreprises qui dépendent de la commande publique.
la loi spéciale n'est pas un drame. En revanche, ce qui est dramatique dans ce pays, c'est la pauvreté qui a encore progressé cette année. Ce qui est dramatique dans ce pays, c'est que 40% des Français sont contraints de s'endetter pour payer des cadeaux de Noël. Ce qui est dramatique dans ce pays, c'est l'état des services publics dans certains départements, c'est l'état du logement, c'est les salaires en berne. Alors oui, nous voterons cette loi spéciale, mais nous resterons vigilants, exigeants pour trouver un budget à la hauteur des urgences en France. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Michelet pour le groupe UDR. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les députés, à la veille de la fête de Noël, les Français attendaient un budget. Ils découvrent aujourd'hui que la crèche est vide. Depuis des semaines, vous promettez la stabilité, le sérieux, la responsabilité et au matin de Noël, le sapin est là, mais il n'y a rien en dessous. Quel mauvais conte de Noël vous racontez aujourd'hui aux Français. Ceux-ci ont l'amère impression d'une mauvaise pièce, répétée en coulisses par des forces que tout oppose. Ce que vous nous présentez aujourd'hui, ce n'est pas un budget, c'est une loi spéciale. La deuxième en 2 ans, le service minimum de l'État, le cadeau acheté en catastrophe à la dernière minute parce que la fête n'a pas été préparée. Et surtout, une dramatique mise en scène de votre impuissance. Scénario écrit d'avance d'un non-budget. Tant de malice déployée durant des semaines pour en arriver là. Pour en arriver à un mauvais téléfilm de Noël coproduit avec les socialistes et notamment avec Monsieur Hollande. Encore une fois, cette année, pas de cadeau au pied du sapin. Comme prévu, vous échouez à faire voter un budget. Tout ce récit n'est pas une surprise, c'est un drame. Drame d'abord par le coût exorbitant. La politique de l'offre a été balayée. Les records de dette et de fiscalité sur les ménages et les entreprises ont été explosés. Et malgré tous vos renoncements, malgré tous vos reniements, vous êtes toujours prisonnier d'une même impasse. L'impasse dans laquelle vous avez conduit la France. Alors dès lors, les Français sont légitimement inquiets et médusés. Cette loi spéciale que le groupe de l'Union des droites pour la République votera, bien évidemment, est en vérité le fruit direct de la dissolution et des alliances faites au second tour des législatives. La conséquence directe des désistements réciproques de la France insoumise aux républicains qui ont confisqué la volonté populaire, empêché toute majorité et préféré jeter la France dans le chaos plutôt que de confier le gouvernement au premier parti de France, c'est-à-dire au Rassemblement national et à ses alliés. Hier, vous étiez capables, tous ensemble, de vous faire la courte échelle pour conserver vos sièges. Mais aujourd'hui, vous êtes incapables de faire voter un budget. Ce chaos est le fruit de votre obstination. Votre obstination à croire qu'à coup de marchandage, à coup d'arrière-cuisine, vous pourriez reconstituer l'improbable alliance du « en même temps ». Tout cela dans un seul et unique but, éviter l'inévitable retour aux urnes, fuir le verdict du peuple. Car oui, les Français vous sanctionneront parce qu'ils connaissent votre bilan. Votre bilan, c'est une dette record de 3 482 milliards d'euros. Ce sont 1 245 milliards d'euros de dette en plus en 8 ans, 117% du PIB. Sous Emmanuel Macron, la dette a augmenté, plus que durant les 57 années qui ont directement suivi la Seconde Guerre mondiale. Nos taux d'intérêt sont désormais supérieurs à ceux de l'Italie, qui, quant à elle, a ramené son déficit sous la barre des 3% grâce à Giorgia Meloni. En France, les prélèvements obligatoires sont les plus élevés au monde. Le pouvoir d'achat des Français est en berne. Le chômage est parmi les plus élevés d'Europe. Voilà le bilan du macronisme. Voilà le funeste héritage de ces bientôt 9 ans de politique macroniste. Voilà l'abîme dans lequel vous avez placé la France, notamment au lendemain des élections législatives de 2024. Alors oui, il faudra un budget. Et on peut se demander quel est le pire des scénarios. Ne pas avoir de budget ou disposer d'un budget des horreurs économiques et fiscales
écrit et produit par le gouvernement avec messieurs Faure et monsieur Hollande, avec la participation également de monsieur Wauquiez. En vérité, ce dont la France a besoin, ce n'est pas de n'importe quel budget, mais d'un budget de combat. Un budget qui réduise la dépense publique inutile, qui baisse les prélèvements obligatoires, qui libère l'économie de ses freins technocratiques et normatifs pour restaurer la compétitivité et la croissance. Alors nous le savons, à la rentrée de janvier, le dernier acte de cette mauvaise pièce sera joué sous la dictée des socialistes. Le gouvernement nous présentera la facture du renoncement et la hausse massive de la fiscalité, mais soyez-en assurés, vous nous trouverez toujours sur votre route pour défendre les Français. D'ici là, le groupe de l'Union des droites pour la République vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël, en espérant que cette année soit oubliée et mise derrière nous le plus vite possible. Madame le ministre, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les députés, joyeux Noël. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à présent à Monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, chers collègues, la Présidente Marine Le Pen ayant proclamé la trêve de Noël et étant, contrairement aux apparences, un gentil garçon très sage, je vais m'astreindre à respecter et à tenter de m'inspirer des belles valeurs qui font notre civilisation chrétienne et française. J'aimerais, en cette période de doute, j'aimerais croire au miracle de Noël. Mais finalement, j'y crois encore un peu, Madame la Ministre. J'y crois encore un peu. Peut-être trouverez-vous un peu de charité, en commençant par vous-même, pour comprendre à quel point le budget que vous proposez et le budget que vous allez imposer aux Français fait du mal à notre pays. J'aimerais vraiment vous faire comprendre, ou en tout cas partager le désarroi, je dois dire, qui m'habite parfois quand nous vous écoutons et quand nous voyons surtout les résultats que vous avez contre notre pays. Ce n'est pas une critique qui vient du Rassemblement national. Nous lisons vos propres documents budgétaires. Quand nous voyons qu'entre ce que vous avez promis aux Françaises et aux Français et le résultat de la dette, il y a un écart de 270 milliards d'euros, Madame la Ministre. Ce n'est pas une attaque du Rassemblement national, c'est votre résultat. Quand nous voyons que les impôts continuent d'augmenter, contrairement à toutes vos promesses, et que parallèlement, le déficit lui-même augmente, ce n'est pas une attaque du Rassemblement national, c'est votre bilan. Et je dois dire que les années passent, les mois passent en tant que député de la République et avec mon groupe, parfois nous devons confesser que nous ne comprenons pas ce qui vous anime. Je ne comprends pas ce qui vous anime. Je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas voir ce que tout le monde voit, à savoir votre incapacité totale à baisser les dépenses et à toujours vous réfugier dans cette solution de facilité, toujours plus d'impôts, toujours plus de déficit et toujours plus de cette vanité qui consiste à croire que vous êtes les seuls à pouvoir gouverner quand vous avez tout échoué. Cette deuxième valeur, la deuxième valeur, c'est le pardon. Faudra-t-il pardonner? C'est les Françaises et les Français qui décideront par leur vote qui doit être pardonné, qui doit être condamné. Et faudra-t-il notamment pardonner aux LR leur lâcheté? Cette lâcheté qui consiste systématiquement et uniquement pour sauver leur siège à accepter toutes les hausses d'impôts du Parti socialiste. Toutes les hausses d'impôts du Parti socialiste. Faudra-t-il pardonner encore aux socialistes de trahir toutes leurs promesses électorales faites avec leurs alliés de LFI, toutes leurs promesses électorales pour garder uniquement leur seule préoccupation, votre siège? Ici, nous ne faisons que passer. Nous sommes seulement au service des Françaises et aux Français. Et je suis désolé de vous le dire, en cette veille de Noël, que vous ne faites que servir vos propres intérêts. Il n'y a aucun intérêt national à ce que vous continuiez à occuper des sièges que vous servez aussi mal. Ce n'est pas une attaque du Rassemblement national, c'est le bilan que toutes les Françaises et tous les Français voient devant eux. La troisième valeur, c'est la meilleure pour la fin, elle va vous déplaire évidemment, c'est l'espérance. Et nous sommes encore dans l'espérance de l'arrivée au pouvoir du camp national. Pas parce que c'est le camp seulement de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, pas seulement parce que c'est le camp
que nous avons l'honneur de représenter, mais parce que c'est le camp, excusez-nous, de l'amour de la France. Nous y croyons, nous avons la volonté de le respecter et nous avons la conviction de l'affirmer. Nous résistons à tous vos mensonges, nous résistons à toute votre propagande et ce qui nous réchauffe le cœur au terme de cette année, c'est que dans les sondages, sur le terrain, eh bien les Français nous font confiance, ils savent et ils croient que nous aimons la France. Nous l'aimons pleinement, nous l'aimons entièrement, que nous soyons athées, que nous soyons croyants, que nous soyons agnostiques, nous croyons tous dans les belles valeurs de la France et c'est pour cela que je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Merci beaucoup, monsieur le député.